enthousiastes et les gens, ils ont répondu de la même façon. Alors, c'était très bon pour nous. Sauf que les gains demeurent bien timides au sein des lectorats. Pas surprenant donc que les libéraux aient mis de côté l'ultimatum qui leur a coûté si cher à pareille date l'an dernier. Ils placent le fardeau d'une élection sur les épaules de Stephen Harper. La population est prête, le parti est prêt, s'il y a une élection, mais les gens disent, mais ça dépend tout à fait à M. Harper de voir comment il va agir, qu'est-ce qu'il va faire. D'ici à ce que le fruit soit mûr, les lignes d'attaque sont nombreuses. Recensement registre des armes à feu, des milliards pour des avions de chasse, la fragilité de la reprise économique. Les libéraux en font un débat de valeur. La prochaine campagne électorale va être dans quel type de société voulez-vous vivre? Et puis on est tanné du parc jurassique. Là. Ça va faire les dinosaures. Attaquer les conservateurs sans pour autant menacer de défaire le gouvernement, l'équilibre que recherchent les libéraux est précaire et ils le savent. Ils espèrent au moins que leur nouvel enthousiasme leur permettra enfin de reprendre l'offensive. Emmanuel Latraverse, Radio-Canada, Baden, en Nouvelle-Écosse. Un soldat canadien a succombé à ses blessures subies en Afghanistan. Le caporal Brian Pinkston, basé à Terre-Neuve, avait été blessé le 22 août dans l'explosion d'une bombe artisanale. Il est mort aujourd'hui en Allemagne où il avait été transféré. C'est le 152e militaire canadien tué depuis le début de la mission en Afghanistan. Maintenant, avec ses 20 millions de sinistrés, la catastrophe humanitaire au Pakistan dépasse, et on le sait depuis plusieurs semaines déjà, le séisme en Haïti et le tsunami de 2004 combinés. Et pourtant, l'aide internationale tarde toujours à arriver, un vide que les militants islamistes s'empressent d'exploiter. Une des régions les plus dévastées, justement la vallée de Swat, où les talibans ont établi leur base bien avant les inondations et où la colère gronde contre le gouvernement. Voici ce qu'a recueilli notre collaborateur Éric de la Varenne. Depuis 2 jours, Omar Salim attend. Il doit embarquer des chaises d'écoliers, une par une, sur un radeau de fortune, l'un de ces radeaux qui permet désormais de franchir la rivière Swat depuis les inondations qui ont emporté tous les ponts. Apparemment, Omar Salim n'est pas au bout de ses peines. Ils attendent ces chaises à l'école pour commencer les cours, nous dit-il. Si mon tour ne vient pas, je vais encore devoir dormir ici. Comme Omar, ils sont des centaines de milliers ici dans la vallée de Swat à subir chaque jour les suites de la catastrophe. Mais surtout, ils se sentent abandonnés par les autorités. C'est bien simple, on est furieux, explique Mohamed Cherchahed, avocat à Peshawar. Le gouvernement ne fait rien. On n'a reçu ni soutien ni aide. Pourtant, on sait tous que les autorités ont reçu de l'argent. Mais cet argent, on n'en a pas vu la couleur. Non loin de là, le petit village de Madiane, édifié sur les rives de la rivière Swat, a été presque rayé de la carte. Plus de 300 maisons ont disparu sous les eaux, soudain devenues folles. On a eu les talibans pendant 3 ans, on a dû fuir. Nos familles sont à Peshawar ou à Karachi. Le business avait repris depuis 5-6 mois. Et voilà cette catastrophe. Depuis 1 mois, ils ne nous ont rien donné, aucune aide. On a reconstruit la route nous-mêmes et on a refait ce pont derrière moi. Pour Mourad Bacha, qui possédait avant les inondations cet hôtel et plusieurs commerces, l'attitude des autorités est inacceptable. Si le gouvernement ne nous vient pas en aide, avance-t-il, alors on mourra. C'est très simple, on mourra. Plus de routes, plus de ponts, la vallée est désormais coupée en deux. Ici, près d'1 million de personnes subissent le contre-coup des inondations et face à l'inertie du gouvernement, la colère monte. Une colère qui pourrait à terme déboucher sur des révoltes. Éric de la Varenne, Ngora, pour Radio-Canada. La rentrée scolaire, le réseau public et l'uniforme. Après la pause au téléjournal, un phénomène en pleine croissance au Québec. Et oui, c'est un succès. Je mange une poutine, j'ai le brûlement. Tu ferais quoi, toi, à ma place? Ta place? Je prendrais de la pizza la prochaine fois. Pour un deuxième avis, demandez à Jean Coutu.
cette semaine le grand solde d'été Kia. Profitez de rabais au comptant exceptionnel sur toute la gamme 2010-2011. Sur tous ces données 2010 jusqu'à 7 000 $ en rabais disponibles. Nos Sorento 2011 réduit à partir de 24 760 $ seulement. Et nos Rondo utilitaires urbains par excellence en rabais de 4 000 $, incluant transport et préparation à seulement 17 660 $. Plus un an d'entretien sans frais. Profitez du grand solde d'été Kia aujourd'hui et ne payez rien avant l'automne. Chez vos concessionnaires Kia du Québec. Hâtez-vous car nos meilleurs offres de l'année s'envolent rapidement. Kia, surprenez la route. Après l'album succès No Star célèbre le jazz à Montréal, voici maintenant une rencontre avec No Star et le blues. Une musique de l'âme et du cœur qui vient nous chercher sans détour et sans compromis. Laissez-vous envoûter par les blues de Jonas, Patrick Huard, Zachary Richard, Yann Perrault, Plume la Traverse, Catherine Major, Éric Lapointe, Dan Bigra, Mario Pelchat, Robert Charlebois, Nadja et Offenbach. No Star chante le blues à Montréal. Album en vente maintenant. Lorsque vous recevez des amis, vous devriez aussi pouvoir en profiter. C'est pourquoi la cuisinière à double four de la série Profile de General Electric vous permet d'utiliser simultanément deux températures. Vous pouvez ainsi faire chauffer votre tarte aux pommes et faire cuire votre lasagne en même temps. Et lorsque vous électroménagez ce que des détails de ce genre, vous pouvez prendre le temps de profiter pleinement du moment. La série Profile de General Electric. Êtes-vous prêt à en profiter? Parce qu'il fait 5 heures. Sois lui gencive avec les queues de patates. Les queues de patates? Ben oui. C'est pas pour les verrues, ça? Pour un deuxième avis, demandez à Jean Coutu. Les vacances sont terminées pour Barack Obama et si son séjour à Martha's Vineyard a été un peu pluvieux, c'est un automne chaud qui l'attend à Washington avec les élections de mi-mandat le 2 novembre. Un automne chaud, surtout, Joyce, avec le ton très dur qu'a pris cette campagne. Tout à fait, Céline, c'est la saison des coups bas et de la rhétorique un peu folle. Une saison qui commence d'ailleurs bien mal pour Barack Obama. Vous savez, sa cote baisse et le nombre d'Américains insatisfaits, eh bien, il grimpe chaque jour. Alors, les adversaires du président, la droite chrétienne notamment, les républicains, le fameux Tea Party, eh bien, ils en profitent pour l'attaquer. Ce sont des attaques très personnelles. Ils remettent en question ses origines. Est-il vraiment américain? Sa foi, Barack Hussein Obama, voyons, est-il pas peut-être un peu musulman? Et vous savez, les sondages indiquent que de plus en plus d'Américains, eh bien, ils croient qu'il est en effet musulman, ce qui risque de contribuer à son impopularité au point où c'est la Maison-Blanche maintenant qui émet des communiqués pour dire « mais non, voyons, le président est bel et bien chrétien ». Donc, vous voyez un petit peu le niveau du débat. Ces élections de mi-mandat sont cruciales pour Obama et son parti démocrate parce qu'il risque de perdre sa majorité à la Chambre des représentants et Obama serait alors un président beaucoup plus faible, Céline. Et c'est encore et c'est toujours l'économie qui est la grande responsable des malheurs du président. Une économie qui bat de l'aile, encore une récession qui dure depuis bientôt 3 ans. Céline, elle a commencé sous George Bush, c'est long. On sent chez les Américains une lassitude, même une colère qui s'installe. Et qui est le bouc émissaire? Vous avez deviné, encore Barack Obama, le taux de chômage à 9,5%, le marché de l'immobilier qui est, ma foi, un peu morose, cette reprise économique, eh bien, qu'on ne voit pas. Alors c'est un contexte assez difficile pour un président qui, à peine il y a 2 ans, était très populaire, un atout pour son parti, et qui aujourd'hui devient un petit peu un boulet. Heureusement pour la Maison-Blanche que Mme Obama, elle, reste populaire. Heureusement, mais demain, un grand discours sur le retrait des troupes de combat d'Irak. On se reparle demain, Joyce. À demain, Céline. Merci. Et c'est une tempête dont on risque de parler beaucoup au cours des prochains jours. L'ouragan Earl fait route présentement vers le nord, dans l'océan Atlantique, après s'être abattu sur de petites îles des Caraïbes. Pour le moment, c'est un ouragan de catégorie 4. Il pourrait frapper les côtes américaines en milieu de semaine, mais il pourrait aussi ne toucher terre que samedi dans les maritimes. Ces nouvelles de Earl, voilà, qui rappellent de douloureux souvenirs au sinistré de Katrina, qui sont déjà replongés dans le passé, qui soulignent les 5 ans de la catastrophe. Raymond Saint-Pierre, vous êtes retourné sur place, constater que les plaies sont encore vives, et vous allez maintenant mesurer les retombées d'une autre catastrophe dans cette région. Bien, nous partons pour le golfe du Mexique pour voir les effets de la marée noire. Même s'il n'y a plus d'écoulement de pétrole comme tel, il y a quand même des conséquences très graves. En effet, et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Nous allons parler des conséquences, par exemple, pour les pêcheurs. Imaginez ici même à la Nouvelle-Orléans, plusieurs restaurants inscrivent dans leur menu que leurs produits de la mer ne viennent pas de la Louisiane. C'est quand même un comble. Et puis les pêcheurs dans le Golfe s'inquiètent des effets à long terme du dispersant qui a été répandu là-bas. Est-ce qu'il n'est pas plus nocif, plus polluant que le pétrole lui-même? Enfin, nous allons parler de la relation paradoxale entre les pêcheurs et l'industrie du pétrole. Plusieurs pêcheurs, plusieurs membres de leur famille dépendent de cette industrie pour leurs revenus. Et bien maintenant, malgré la pollution, malgré tous les problèmes, ces pêcheurs demandent à l'administration Obama de ne pas toucher à l'industrie du pétrole. Tout un dilemme pour eux. Alors, on suivra tout ça dans les prochains jours au téléjournal. Merci Raymond. 2 hommes ont été arrêtés ce soir à Amsterdam à l'atterrissage de leur avion en provenance de Chicago. Selon les autorités, des objets suspects ont été découverts dans leurs bagages. Le réseau ABC évoque pour sa part la planification d'un attentat terroriste. Le sort réservé aux sans-papiers de ce monde nous interpelle tous. On n'a qu'à penser aux réfugiés tamouls en Colombie-Britannique. Et en France, ces jours-ci, c'est le gouvernement Sarkozy qui continue d'expulser les Roms par centaines, malgré les critiques. Alexandra Chatzka. À Montreuil, en banlieue parisienne, 185 Roms originaires de Roumanie vivent derrière cette grille. Un camp légal où on aide ces étrangers à trouver du travail et à scolariser les enfants. Mais au-delà de la grille, personne n'est à l'abri d'une expulsion. Ce sont des incidents violents à Saint-Aignan, au centre de la France, qui ont mis cet été le feu aux poudres. Le président Sarkozy en a fait son cheval de bataille. La sécurité des Français sera sa priorité. Il montre du doigt les immigrants illégaux, en particulier les Roms. Depuis le début de... Malgré les critiques, ces ministres de l'Intérieur et de l'Immigration persistent et signent. 150 camps illégaux de Roms seront démantelés d'ici 3 mois. 979 ressortissants roumains et bulgares en situation irrégulière ont ainsi été reconduits dans leur pays d'origine. Mais la libre circulation étant la règle au sein de l'Union européenne, les retours sont nombreux. Sur ce camp, on a eu quelques personnes qui ont été contrôlées à l'extérieur, arrêtées par la police et reconduites à la frontière, puisque sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Ces gens sont revenus au bout de 3 jours. À Paris, un autre camp de Rome, le cirque Romanesque. Son fondateur est un gitan français. Sa femme, elle, est d'origine roumaine. Je me sens défilée parce que nous sommes des êtres humains aussi, donc nous sommes européens. Ça fait depuis 500 ans que les gitans, les tziganes, nous sommes en Europe. Même dans le camp du président, les expulsions ne font pas d'unanimité. Son ministre des Affaires étrangères a songé à démissionner. J'y ai pensé. Mais Sarkozy, à la traîne dans les sondages, joue le tout pour le tout. Mauvais calcul, selon cet analyste. Il n'a pas progressé nettement dans les sondages depuis l'annonce de ces reconduites massives qu'il a effectuées au début. Mais à travers les Roms, c'est toute l'Union européenne qui fait face à un test important. Malgré le principe de la libre circulation des personnes, les défenseurs acharnés de l'espace national n'ont pas dit leur dernier mot. Alexandra Chatzka, Radio-Canada, Paris. C'était le retour en classe et pour de nombreux élèves, c'était aussi l'occasion de porter pour la première fois les couleurs de leur école. Autrefois réservé au privé, le code vestimentaire est de plus en plus populaire au public et ce serait une façon efficace de lutter contre la discrimination, contre le taxage et contre l'hypersexualisation aussi. Le reportage de Catherine Kovacs et Francine Louet. C'est la première journée d'école pour les jeunes de l'école primaire Adélard Desrosiers dans le quartier Montréal-Nord. Ils portent fièrement les couleurs imposées par la direction. Le rouge, le noir, le beige et le blanc. L'enfant doit apprendre à se personnaliser, mais autrement que par son habillement, par sa façon d'être. On ne peut pas se faire critiquer par les autres. On ne peut pas dire toi t'es pauvre, l'autre est riche. On ne peut pas dire que les personnes sont mal habillées. Alors là, on enlève le paraître pour l'être. Ça fait 4 ans déjà que l'école a adopté un code vestimentaire. Tout un défi pour cette institution située dans un quartier où plus de la moitié des résidents vivent sous le seuil de la pauvreté et 49% des familles sont monoparentales. C'est d'ailleurs cette mère de famille qui a initié le projet. Les jeunes se faisaient toujours narguer parce qu'ils ne portaient pas des marques reconnues.
Il y avait certains enfants qui étaient victimes de moqueries de la part des autres, même de taxage. Nous voulions également que les enfants se concentrent dans la classe. Fini les accoutrements osés à l'école, inspirés des vedettes de l'heure. La société est hyper sexualisée. Il y avait des